Bonjour à tous, c'est Timothée et je suis ravi de vous retrouver pour ce cours de réalité virtuelle sur Unity. Je vous invite dans un premier temps à aller télécharger la version 5.6.1 de Unity. En effet, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Unity 2017. En revanche, en ce qui concerne la réalité virtuelle, il est bien plus prudent d'utiliser la 5.6.1. Tout simplement parce que les logiciels que nous allons utiliser, comme SteamVR ou VR Toolkit, sont développé principalement pour la version 5.6.1. Alors comment faire pour downgrader son logiciel? On va aller sur Unity, le site éditeur, on va aller dans les produits juste ici, et au lieu de télécharger Unity en version personnelle 2017, on va aller juste ici dans ancienne version de Unity. Alors ne vous inquiétez pas, c'est une version qui est gratuite et qui est utilisable pour tous. Il me semble qu'il y a un chiffre d'affaires maximum de 100 000 €. Et finalement, c'est tout le bien que je vous souhaite. Alors, on va aller juste ici, dans Unity 5, et on va télécharger la version 5.6.1, juste ici, et on va lancer le téléchargement. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Alors voilà, Unity Setup a bien été téléchargé, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, on attend un tout petit peu, Unity se charge, et on va lancer le téléchargement. On va aller sur Next, Next, tout à fait, Compilation Install, Next et Next. Voilà, et on laisse le chargement s'effectuer tout seul. Et voilà, Unity a bien été téléchargé, on va cliquer maintenant sur Finish. Et on va tout simplement lancer Unity. On peut quitter Google Chrome. Très bien. Alors, vous voyez, moi j'ai déjà un compte chez Unity, donc mon compte est déjà installé. Je vous invite à faire la même chose pour vous. Et on va tout simplement créer un nouveau fichier qu'on va appeler tuto VR. On va l'installer sur document, on va bien le passer en 3D, on va laisser ça sur On, et on va créer notre nouveau projet de réalité virtuelle. On attend un tout petit peu, et Unity va tout simplement compiler tout ce dont on a besoin pour un nouveau projet. Alors voilà, Unity est totalement ouvert, et je vais vous apprendre un petit peu les bases de ce logiciel de 3D. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va tout simplement parler de l'interface. Alors Unity, comme tous les logiciels, a une bande ici avec les nouveaux fichiers Edit, Assets, GameObject. On y reviendra plus tard. Juste ici, vous avez la possibilité de déplacer les objets comme dans tout logiciel de 3D avec les outils de main, de déplacement, de rotation, d'échelle et de d'échelle ciblée. Donc ça, ce sont les principaux outils. On y reviendra par ailleurs juste après. Ici, nous avons la hiérarchie de notre projet. Comme vous pouvez le voir, juste ici, nous avons ce qu'on appelle une scène. Donc dans la scène, ça va être toute la scène avec nos objets intégrés, que ce soit là une caméra, une lumière, des objets, ou comme nous le verrons par la suite, une maison en 3D. Vous avez exactement la même chose et la traduction visuelle à analogique juste ici, avec Main Camera, pour notre caméra, l'objet directionnel ici, qui est tout simplement notre lumière principale. Vous avez la possibilité juste ici d'avoir le jeu Game, qui est tout simplement l'image que projette la caméra qui est dans notre scène ici. Eh bien, elle est projetée ici dans l'interface Game. Juste là, vous avez l'Asset Store. L'Asset Store, c'est la boutique en ligne de Unity. Vous allez trouver beaucoup de contenus gratuits, mais aussi des contenus payants. Nous y reviendrons par la suite. Juste ici, vous avez tout simplement l'outil de lecture et de pause de Unity. Si j'appuie sur lecture, le jeu va se lancer, c'est-à-dire que Unity va compiler tout ce que nous avons créé et me retransmettre la caméra de jeu. Donc là, vous voyez, j'ai simplement cliqué sur lecture et j'ai bien le game qui s'est lancé. Je reviens sur la scène. Voilà. Donc là, ce sont les principaux outils. Juste en dessous, vous avez votre fenêtre de projet. La fenêtre de projet, vous allez pouvoir tout simplement importer, comme dans un logiciel de montage, tous vos fichiers, que ce soit des images, des scripts, des dossiers ou des fichiers 3D. Juste là, vous avez la console.
la console est un outil extrêmement pratique. Il va vous permettre de voir si vous avez des erreurs dans votre projet. Admettons que vous ayez oublié, lorsque vous avez programmé en JavaScript votre nouveau programme, une virgule, et bien tout simplement la console va vous le dire et va vous envoyer un message d'erreur disant « Vous avez oublié une virgule ». Vous allez double-cliquer dessus et il va tout de suite vous ramener vers votre problème. Voilà. Juste ici, vous avez la fenêtre Inspector. Chaque objet, chaque GameObject, juste ici, a ses propriétés. La plupart du temps, les propriétés sont les transforms. Donc ce sont les positions de vos objets. Par exemple, notre caméra, ici présente, est en position 0, 1 et moins 10 sur les axes X, Y et Z. Sur l'axe de rotation, elle est à 0, 0, 0. En revanche, sur Scale, elle est à 1, 1, 1. Scale, c'est tout simplement l'échelle de votre objet. Ça n'a pas vraiment de sens de parler d'échelle pour une caméra, mais admettons que nous ayons tout simplement importé un objet 3D, comme un cube, eh bien l'échelle va vous permettre de l'augmenter suivant ses axes. Admettons que nous mettions 2, 2, 2, notre objet 3D va se multiplier en taille par 2. Vous avez juste ici la possibilité de rendre visible et invisible votre objet. Vous avez notamment son nom, juste ici, et la possibilité de le rendre statique ou non. Ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. En dessous, vous voyez, la caméra, qui est un fichier GameObject bien particulier, a d'autres informations. Là, nous avons tout ce qui est en rapport avec le script caméra qui lui est attaché. Nous pouvons le désactiver et l'activer juste ici. Et nous avons quelques réglages caméra que nous travaillerons par la suite. Juste ici, j'ai oublié de le dire, vous avez la possibilité de vous déplacer assez facilement dans votre projet. Vous avez la possibilité de passer de droite-gauche dans votre projet et haut-bas. Ce sont un panel de vue qui est mis à votre disposition pour simplifier votre projet. Juste ici, en passant de perspective à axonométrique, vous pouvez avoir une vue plus ou moins adéquate à votre projet. De manière assez vulgaire, on pourrait dire que là, nous sommes en vue perspective et ici, en vue parallèle. Vous avez le preview de votre caméra juste en bas à droite. C'est l'équivalent, tout simplement, de votre game juste ici. Voilà. Vous avez l'outil service qui est ici et qui permet d'aller prendre des références sur le site de Unity et d'activer ou désactiver certains services. En l'occurrence, nous n'utiliserons absolument pas service dans ce cours. Dans les commandes juste ici, vous avez la possibilité dans File de créer de nouvelles scènes et c'est ce que nous allons faire. Notre scène a déjà été créée et nous allons tout simplement la sauvegarder. Save Scene. Voilà. Et nous allons l'appeler VR01 comme ceci. J'ai créé ma première scène. Alors, il faut bien faire la distanciation entre projet et scène. Un projet est un fichier projet avec l'ensemble de nos fichiers. Donc ça va être un dossier sur votre Windows. En revanche, une scène est simplement comme une séquence, une compilation de ce que vous avez souhaité mettre dans cette scène. Là, en l'occurrence, elle apparaît ici, VR01. C'est la scène numéro 1. Si je vais maintenant dans mon projet, j'ai créé un fichier scène ici qui s'appelle VR01. Vous pouvez, et c'est ce que nous allons faire par la suite, créer plusieurs scènes dans un seul et même projet. Par exemple, je vais vous apprendre à créer des meubles interactifs. Dans ces meubles interactifs, nous allons tout simplement faire une scène qui s'appellera meuble interactif, avec simplement un sol et un meuble. Nous n'utiliserons pas les autres scènes. Voilà. Vous avez, comme tous les logiciels, la possibilité de créer votre projet, juste ici dans Build Settings et Build and Run. Build Settings va vous permettre d'exporter votre fichier et d'en choisir les réglages. Par exemple, je peux l'exporter sur Windows, Mac, iOS ou Android. Il y a toutes sortes d'exports possibles dans Unity. Donc là, je vais pouvoir tout simplement choisir mon export. En l'occurrence, nous utiliserons Windows. Une fois que nous aurons fait notre projet, il suffira de créer un build juste ici, ou build and run, pour voir
à quoi ressemble notre projet. Ici, vous avez la possibilité, comme dans tout autre logiciel, de copier, coller ou dupliquer des objets. Donc vous avez le cut ici, le copy, le paste, le duplicate, le delete. Ici, vous avez toutes sortes de réglages. Vous avez aussi les project settings ici, qui permettent de régler les réglages images, audio ou réseau, la qualité de votre projet. Nous y reviendrons par la suite. Dans Assets, vous allez pouvoir importer les objets créés par Unity. En effet, Unity laisse à ses utilisateurs une base de données extrêmement importante d'objets 3D et de scripts. Vous avez la possibilité, par exemple, d'importer des packages ici, ou d'importer des packages comme des personnages, des véhicules et toutes sortes d'objets 3D extrêmement bien faits et qui vous simplifieront la tâche par la suite. Voilà. Dans les Game Objects, juste ici, vous allez pouvoir créer tous les Game Objects de Unity. Ça va être par exemple des objets en 3D comme des cubes, des sphères, des capsules, des cylindres, des plans et par exemple des terrains ou des arbres. Vous allez pouvoir créer ici toutes sortes d'objets visuels. En revanche, vous avez l'équivalent ici en sprite avec les objets en 2D. Nous utiliserons simplement les objets 3D. Vous avez juste en dessous la possibilité de créer des lumières. Donc dans Game Object, Light, vous avez la possibilité de créer les lumières directionnelles, qui sont la lumière du soleil, comme nous l'avons juste ici, les lumières ponctuelles et les lumières coniques. Nous utiliserons principalement la lumière directionnelle, le point et le cône, mais aussi les Reflection Probe, qui servent tout simplement à créer des réflexions sur vos objets 3D. Nous utiliserons ces 4 objets. Ici, vous avez la possibilité de créer des sources audio. Nous les utiliserons par exemple pour placer des sons en 3D dans nos projets. Nous n'utiliserons pas vidéo, par contre nous utiliserons UI. UI, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de créer des menus interactifs dans vos projets. Dans les jeux vidéo que vous pouvez utiliser actuellement sur vos consoles, utilise le UI par exemple pour les menus lorsque vous cliquez sur Start ou que vous lancez votre jeu. Juste en dessous, vous avez la possibilité de créer des particules. Les particules sont tout simplement des objets très petits et dynamiques, comme la fumée, la poussière ou encore de l'eau. Ça, vous allez pouvoir le voir dans particules. Juste en dessous, vous avez les outils de caméra. Vous allez pouvoir créer des caméras, comme c'est le cas juste ici avec la main camera qui est juste ici. Vous allez pouvoir créer des caméras. Vous pouvez avoir plusieurs caméras dans un seul et même projet. Dans Component, vous allez pouvoir ajouter des informations scriptées sur vos objets. En l'occurrence, nous ne passerons pas par ici pour les rajouter. Mais admettons par exemple que nous ayons créé dans le GameObject une audio source, nous pouvons lui ajouter des scripts déjà faits dans Audio. Par exemple, nous pouvons lui mettre un filtre passe-bas juste ici. Vous avez la même chose avec les rendus pour vos caméras. En l'occurrence, nous n'allons pas les utiliser. Dans Windows, vous pouvez choisir, comme dans tout logiciel, comment organiser vos projets. Moi, j'ai tendance à utiliser une vue qui s'appelle 2x3. Comme ceci. Je vous invite à faire exactement la même chose. Je la trouve extrêmement pratique puisque vous allez avoir une vue assez globale de votre projet avec votre scène ici, votre outil game juste ici, votre hiérarchie, votre projet et vos assets juste là. On va travailler par la suite comme ceci. Ici, vous avez tout simplement l'aide de Unity. Si jamais vous avez une question à propos de Unity, vous pouvez cliquer sur Unity Manual juste ici pour pouvoir accéder au manuel de Unity. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour des principaux outils. Alors, vous pouvez vous dire que j'en ai oublié quelques-uns, tout simplement parce que vous n'allez pas en avoir besoin. Donc, j'ai préféré simplifier la tâche en vous expliquant simplement les outils utiles à ce projet. On passe maintenant au deuxième chapitre. Je vais maintenant vous apprendre à déplacer votre caméra dans l'espace. Vous avez la possibilité, comme dans tous les autres logiciels, de faire bouger dans l'onglet Scène votre caméra.
En revanche, ces déplacements ne sont pas possibles sur l'onglet Game. Les déplacements de la caméra de Game dépendent des déplacements effectués dans l'onglet Scène juste ici. Alors, pour faire un panoramique à notre caméra de vision, c'est-à-dire la caméra qui se balade dans notre projet et non pas la caméra physique qui permet d'avoir un retour sur Game, eh bien je peux utiliser le clic droit pour déplacer cette caméra. Vous voyez, ça fait apparaître un petit œil qui me permet de déplacer ma caméra en panoramique. Si je souhaite me déplacer de manière rectiligne, je fais un clic molette et ensuite je déplace ma souris sur l'espace en restant toujours appuyé. Voilà, ce sont les deux principaux outils. Bien entendu, vous avez la possibilité de zoomer à l'intérieur ou zoomer à l'extérieur avec la molette. Donc des zooms avant, zoom arrière, mouvement sur le côté comme ceci. Comme je l'ai montré tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des vues déjà faites et de changer la vue de manière à avoir une vue axonométrique pour avoir un déplacement peut-être plus facile dans l'espace de vos objets. Voilà tout simplement pour les déplacements. Nous passons maintenant au déplacement des objets dans les scènes. Je vais maintenant vous montrer comment créer tout simplement un cube et le déplacer dans l'espace. Vous allez aller dans Game Object et Objet 3D et nous allons tout simplement mettre un cube. Alors comme vous pouvez le voir, dans ma scène, l'objet apparaît en position nulle, c'est-à-dire à 0, 0, 0. Nous avons tout simplement le retour de la caméra qui est juste ici, juste en bas, dans la fenêtre Game. Alors comment déplacer un objet dans l'espace? Eh bien tout simplement, vous allez pouvoir le sélectionner juste ici avec le clic gauche. Lorsque vous cliquez sur gauche, vous allez avoir la sélection dans la hiérarchie. Juste ici, vous avez le cube et dans votre espace. Ainsi, trois axes se créent directement. Ce sont les axes de déplacement. Vous pouvez les utiliser pour déplacer votre objet dans l'espace. Vous avez les retours des positions que vous venez d'appliquer juste ici, dans les positions. Regardez, je le déplace sur l'axe Z. Mon indicateur Z change. La même chose, si je le déplace sur l'axe Y, mon objet bouge sur l'axe Y. Je peux lui appliquer une rotation, ici, avec l'outil de rotation ici. De la même façon, nous avons plusieurs axes qui se créent. L'axe rouge, sur lequel je peux déplacer mon objet sur la rotation X, l'axe Z, sur lequel je peux déplacer mon objet sur l'axe Z, et ainsi de suite. Si je souhaite lui redonner les positions initiales, il me suffit tout simplement de cliquer sur les positions ici et de lui mettre 0, 0, 0. Pareil pour X, Y, Z. Maintenant, je peux changer son échelle par ici. Si je clique sur le petit onglet rouge, je peux l'agrandir sur l'axe rouge, de même sur l'axe vert et sur l'axe bleu. Si maintenant je souhaite le faire grandir proportionnellement, il me suffit de cliquer sur l'axe du milieu. Ah, pardon, j'ai mis 0, alors je voulais mettre 1, 1, et de même 1. Si je souhaite le faire grandir proportionnellement, il me suffit de cliquer sur l'axe du milieu, comme ceci, qui me permet d'agrandir proportionnellement tous les côtés. Ici, j'ai la possibilité de faire grandir mon échelle d'une autre manière. Cela fait apparaître un rectangle sur lequel je peux déplacer mon échelle. Alors c'est un outil qui est relativement pratique. Moi, en l'occurrence, je l'utilise pas spécialement, j'ai tendance à utiliser l'outil d'échelle qui se trouve juste ici. Voilà pour les déplacements des objets. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose avec la caméra, que je vais renommer simplement caméra, comme ceci, et vous pouvez la déplacer. Regardez, avec l'outil de déplacement, j'approche ou je recule ma caméra. Et je le retourne juste ici qui me montre que mon déplacement a bien été effectué. J'approche, je recule ma caméra, je peux la faire tilter un tout petit peu comme ceci. Panoramique, tilt. Et en revanche, l'échelle ne sert pas à grand chose sur la caméra, puisque le script ne dépend pas de la taille de mon objet. Donc vous pouvez tout simplement les déplacer juste ici et les faire bouger dans l'espace en rotation comme ceci. Voilà, alors pour les déplacements, ce sera toujours la même chose, que ce soit par rapport à un son audio ou un objet 3D. Vous pouvez par la suite
utiliser par exemple les outils de vue comme ceci pour apparaître en 2D, pour avoir des déplacements beaucoup plus simples dans l'espace. C'est une possibilité. Nous allons maintenant nous intéresser aux paramètres de l'inspecteur qui est juste ici. Comme vous l'avez certainement déjà remarqué, lorsque je clique sur ma caméra, ma directional light ou mon cube, les informations de l'inspecteur changent, tout simplement puisque ces trois éléments ont des scripts qui lui sont appliqués différents. Si je vais par exemple sur le cube, j'ai les principaux scripts référents aux objets 3D. Vous avez, comme c'est le cas sur la caméra et la directional light, les informations de transformation. Donc nous l'avons vu, les positions de nos objets dans l'espace. Vous avez notamment les informations du mesh. Le mesh, c'est le maillage que vous avez autour de votre objet 3D. Donc par exemple, si vous avez un cube, vous avez un maillage autour avec 6 faces. Si vous avez un objet 3D comme une maison, vous allez avoir peut-être des milliers de faces. Vous avez aussi un script qui est appliqué qui s'appelle Box Collider, qui se dérive sur différents scripts déjà faits sur Unity, comme le Mesh Collider. Le Collider, c'est tout simplement la possibilité de dire si cet objet est solide ou non. Par exemple, si vous créez un personnage, en cliquant sur Box Collider, vous allez dire au cube qu'il est solide, c'est-à-dire que votre personnage ne pourra pas le transpercer. En revanche, vous pouvez aussi lui dire que notre objet cube, par exemple, est trigger. Un trigger, c'est un objet qui effectivement est vide, mais qui permet de donner des informations retour à vos scripts, comme par exemple si votre personnage est à l'intérieur de cette zone, à l'extérieur ou vient de sortir. Ça s'appelle les fonctions on, trigger, enter, exit et stay, et vous pouvez trouver un cours sur mes tutos gratuitement. Vous avez aussi ici le Mesh Renderer. Vous pouvez dire si la caméra rend cet objet à l'écran. Si vous désactivez le Mesh Renderer, par exemple, le cube est bien présent dans notre scène, mais en revanche, dans notre game, il est invisible, c'est-à-dire que la caméra ne le calculera pas lors de l'export du jeu. On peut recliquer dessus pour le refaire apparaître. Vous avez la possibilité de changer quelques informations complémentaires. Pour l'instant, je ne vous demande pas de connaître ce genre d'informations. En revanche, il est important de connaître les informations qui sont ici avec les matières. Lorsque vous appliquez une matière à un objet, celui-ci apparaît ici. Je sais par exemple que cet objet cube a une seule matière ici qui s'appelle Default Material et qui est la matière qui est juste là, qui est blanche. Si je clique sur la matière, sur le petit triangle, je peux changer plusieurs informations à cette matière. En l'occurrence, pour l'instant, nous ne l'utiliserons pas. Si je vais par exemple sur la caméra, j'ai bien les informations de caméra avec un script caméra qui me permet par exemple de dire si oui ou non je souhaite rendre le ciel qui est ici, par exemple la skybox. La skybox, c'est la boule de ciel qui est ici. Je peux lui dire par exemple que c'est une couleur bleue. Je peux changer la couleur comme ceci. Vous voyez, alors dans ma scène, je n'ai pas changé le skybox, mais par contre, j'ai dit à ma caméra de ne pas la calculer et de mettre simplement une couleur. Je vais le repasser en skybox. Vous avez la possibilité ici de dire si oui ou non votre caméra voit en perspective. Vous pouvez lui dire que la caméra est orthographique, donc en 2D. Nous, en l'occurrence, on va laisser tout ça en vue. En perspective. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de cocher aucune de ces informations-là et vous n'en avez pas besoin. En revanche, il est important de voir que sur la caméra, vous avez un script GUI, un calque GUI qui permet tout simplement de faire apparaître des menus sur votre écran. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de cliquer dessus. Vous avez aussi un script qui s'appelle Flare. C'est un script qui permet de donner de la matière à vos lumières. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film de J.J. Abrams, comme le Star Wars 7 ou un autre film de ce réalisateur. Vous avez ce qu'on appelle des flares, donc des débordements de lumière et des reflets sur les lentilles des caméras. Là, en l'occurrence, nous n'avons pas d'exemple pour voir ce que cela rend à la caméra, mais il est bien activé. Et le plus important, nous avons un script audio d'écoute, ce qui veut dire que cette caméra entend les sons. Donc lorsque nous exporterons notre fichier, nous aurons la possibilité d'entendre des fichiers audio sources que nous aurions
par exemple mis dans notre projet. Voilà pour les informations sur les caméras et le cube. Pour les Directional Light, vous avez un script light qui lui est attitré et nous allons le voir tout simplement dans le chapitre suivant sur les lumières. Nous passons maintenant au chapitre sur les lumières. Alors, nous avons peut-être un petit peu abordé la lumière directionnelle, nous allons maintenant la voir en détail. Alors, je vais cliquer sur lumière directionnelle et regarder un petit peu ce qui se passe. Eh bien, si je change la rotation de ma lumière, regardez mon ciel. Vous voyez, en déplaçant la rotation de cette lumière, j'ai pu faire se déplacer le soleil. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement sympa dans Unity. Vous avez la possibilité d'avoir un ciel dynamique, c'est-à-dire qu'il soit rétroactif avec la position de votre lumière. Lorsque je vais, par exemple, en rotation à 279, l'intensité diminue et le soleil disparaît. Je peux me mettre à l'aube, comme ça, à 192. Donc c'est une des caractéristiques de Unity, vous avez la possibilité d'avoir un ciel dynamique. Vous pouvez tout simplement changer ces réglages dans les onglets de rotation. Vous pouvez, comme tout objet, les déplacer en position. En l'occurrence, ça ne sert absolument à rien. Il s'agit simplement de changer la rotation. L'échelle non plus n'a aucun impact sur la lumière directionnelle. Dans le script Light, qui est un script qui permet de créer de la lumière, vous avez la possibilité de choisir le type de lumière de cet objet. En l'occurrence, nous utilisons le script directionnel. Nous verrons par la suite la lumière en point et la lumière en spot. Vous pouvez tout simplement changer la couleur de cette lumière. Regardez mon cube, je vais passer ma lumière en rouge, et bien mon cube va être éclairé tout simplement en rouge. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Vous avez la possibilité de choisir le mode de rendu de votre objet. En l'occurrence, nous allons travailler ici en temps réel, donc real time. Et vous avez aussi la possibilité de travailler en baked. Quelle est la différence tout simplement entre real time et baked? Vous allez en entendre parler par la suite. C'est la possibilité de calculer les textures soit une seule fois en début de projet avec les ombres ou à chaque image. L'intérêt de travailler en real time, c'est-à-dire de calculer les textures et les lumières à chaque image, c'est de pouvoir faire un programme entièrement interactif. Si vous travaillez en baked comme ceci, effectivement, vous risquez d'avoir des rendus qui sont de meilleure qualité avec plus de rebonds de lumière et dans l'ensemble peut-être plus joli, mais vous allez prendre du temps à calculer cet atlas de textures. Lorsque vous travaillez en baked, vous allez tout simplement créer une très grande texture avec toutes les textures intégrées dans celle-ci. Donc ça prend extrêmement beaucoup de temps et surtout les rendus ne sont pas si simples que ça à obtenir. Donc pour l'instant, je vous invite, si vous êtes débutant, à travailler en real time et surtout ce sera peut-être plus simple pour faire des contenus interactifs. Vous avez la possibilité juste ici de choisir l'intensité de la lumière. Donc regardez, si je change ce réglage par exemple à 13, regardez, je peux le déplacer ici, et bien mon cube est plus ou moins surexposé. Vous avez peut-être remarqué ma technique, je clique juste à gauche de cet onglet et je le fais glisser tout simplement pour en changer la valeur. Je vais le laisser sur 1 comme ceci. Vous avez la possibilité de choisir la lumière indirecte. C'est la lumière qui est dynamique et qui est une lumière de rebond. En l'occurrence, pour un rendu real-time, ce changement-là, ce chiffre-là n'a aucune importance. Vous avez la possibilité aussi de choisir le type d'ombre de votre lumière. Là, en l'occurrence, je suis en Soft Shadows. Je vous invite à aller créer un sol. On va aller dans Game Object, 3D Object et Cube. Et on va positionner un cube juste en dessous de notre premier cube. Et on va l'agrandir avec l'outil échelle. C'est l'occasion pour vous aussi d'utiliser et de maîtriser un petit peu les outils. Alors, regardez, maintenant je retourne dans Directional Light et je vais regarder ce qui se passe au niveau des ombres. Là, je suis en rendu soft, c'est-à-dire doux. Si je zoome un petit peu à l'intérieur, je vois qu'effectivement, ma lumière n'est pas si... mon ombre n'est pas si, comment on dit, sharp, c'est-à-dire découpée dans mon image. Si je mets par exemple en Hard Shadows, j'aurai une ombre beaucoup plus forte. Donc, je vais laisser en Soft Shadows, je trouve le rendu un petit peu mieux,
Vous pouvez en changer par exemple l'intensité de l'ombre juste ici et choisir la qualité. On va laisser pour l'instant en quality setting, c'est-à-dire qui dépend des rendus que nous avons déjà donnés dans les réglages principaux de notre scène. On va le laisser pour l'instant comme ceci. En revanche, tous les autres réglages, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Voilà. Après viennent les cookies. Les cookies, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de donner une texture à vos lumières. Une lumière, par exemple, peut avoir un contenu qu'on appelle IES Light. C'est l'équivalent du cookie. Pour la lumière directionnelle, je ne crois pas que le cookie serve à quelque chose. Aussi, il marche un petit peu, mais je vous invite à le désactiver juste après cette démo. Regardez, tout simplement, un cookie est une image en noir et blanc qui permet de donner une texture à votre lumière. Toute lumière a un IES Light différent. Par exemple, les lumières LED ont tendance à faire des drôles de formes sur les côtés. Eh bien, vous pouvez tout simplement en télécharger ou les faire chez vous. Si par exemple vous voulez créer ou simuler une lumière qui traverse un objet, vous pouvez lui donner un contenu IES Light pour lui donner une lumière très précise. Ce serait par exemple l'équivalent des lasers de notre enfance sur lesquels nous pouvions visser des embouts et des motifs différents. Ça, ce sont les cookies. On peut changer la taille du cookie. Là, il est à 10. On va le laisser comme ceci. On peut, par exemple, créer un halo de lumière autour de notre point d'émission. Avec le halo, ça va créer une forme assez diffuse autour de notre point d'émission. On a la possibilité aussi de rajouter un flare. Un flare, ce sont ces rebonds de lumière sur les lentilles de caméra que vous pouvez voir, par exemple, dans les films de science-fiction comme Star Trek ou Star Wars. Vous avez la possibilité d'en télécharger plusieurs dans les assets Unity. En l'occurrence, pour l'instant, nous n'en avons téléchargé aucun. C'est un outil qui peut être pratique, peut-être un petit peu démodé, mais assez sympathique à ajouter dans votre projet. Vous pouvez changer les modes de rendu et de culling pour l'instant. Vous n'en avez pas besoin, on va se concentrer sur les réglages principaux. Je vais maintenant créer une lumière ponctuelle. Je vais aller dans Game Object, Light et Lumière en point. Je vais la positionner au centre de mon projet, comme ceci, et je vais surtout désactiver ma lumière directionnelle. Ma lumière ponctuelle ici subit les réglages suivants. Je fais apparaître tous les réglages en cliquant sur le petit triangle ici. Nous avons vu, vous pouvez changer à tout moment le type de rendu de lumière de votre objet ici, en le passant en spot ou en point. En point, si je zoome, j'ai ce rendu qui s'appelle range. C'est la distance d'application de ma lumière, qui est aussi affichée avec un motif de cercle autour de ma lumière. Je peux le changer à tout moment dans l'outil de visualisation. Ça me permet d'appliquer une lumière sur une distance plus ou moins longue. Si je le rapproche par exemple de mon objet, ma lumière se diffuse sur une zone très restreinte. Je peux aussi l'agrandir, comme ceci. Je peux aussi le faire directement numériquement par ici. Je peux en changer la couleur. Je vais le mettre en rouge, l'agrandir et en changer l'intensité. Je peux lui aussi lui donner un mode de rendu real-time ou baked. On va le laisser en baked. Je peux lui aussi lui donner la possibilité d'avoir des ombres. Donc si je mets en soft shadows, je vois que les ombres sont projetées sur mon objet. Je peux choisir un cookie, un halo ou un flare comme c'était le cas avec la lumière directionnelle. Je vais maintenant créer une lumière qu'on dit conique. Je vais aller dans 3D Object, dans Light, et créer un spotlight. À l'inverse d'une lumière en point, celle-ci n'est pas à 360 degrés. Regardez la forme qui lui est attribuée. On a la possibilité d'en changer le range avec le petit clic au milieu, donc la distance d'application. On peut aussi changer l'angle d'application, comme ceci. Ce sont les deux réglages principaux dans la lumière en spot. Donc le range pour la distance d'application et le spot pour l'angle d'application de cette lumière. On peut en changer la couleur, comme ceci. Je vais mettre une lumière un petit peu verte. Je peux en choisir le rendu et l'intensité. Je peux choisir des ombres ou sans ombre. Je peux choisir un cookie ici. Vous voyez, ma lumière a un rendu bien différent maintenant, grâce au cookie de lumière. Je peux rajouter un flare
ou un halo. Petit mot avant de partir sur un autre chapitre, il faut faire attention. Si vous travaillez sur des projets qui nécessitent des grosses ressources au niveau de la 3D, il faut faire attention à pas trop en demander au logiciel. Faites attention aux ombres, c'est quelque chose qui prend énormément de ressources dans vos applications. Donc faites attention, choisissez bien quelle lumière projette des ombres ou non. Il ne s'agit pas d'avoir un rendu le plus réaliste possible avec 56 ombres autour de vos objets. Peut-être que 3-4 ombres suffisent pour pouvoir considérer l'espace d'une manière tout à fait réaliste. Donc choisissez bien, je vous accompagnerai dans ces choix par la suite dans un exercice, mais faites attention, les ombres sont très gourmandes en ressources. Donc choisissez bien, il est important par exemple de les laisser sur la lumière directionnelle, mais d'éviter de mettre des ombres par exemple sur toutes les lumières qui peuvent être en dessous de, je ne sais pas, par exemple une cuisine, on va éviter d'avoir 50 lumières avec 50 ombres projetées. Faites attention à ce genre de réglage. On passe maintenant au chapitre sur les matières. Je vais maintenant vous parler des assets de Unity. En effet, Unity laisse à la disposition de ses utilisateurs un nombre vraiment important d'objets 3D interactifs. Vous allez par exemple pouvoir trouver dans les assets des personnages déjà faits. Donc ça ne sert à rien d'apprendre à programmer un personnage de A à Z, vous allez pouvoir réutiliser un script déjà fait chez Unity. Par exemple, pour les voitures, vous avez un système extrêmement réaliste de pression et de contrôle de véhicules. Vous avez tout un tas d'assets comme ça, par exemple des arbres, de la fumée, du feu. Donc toutes ces choses-là ont déjà été faites par Unity et vous pouvez les utiliser gratuitement pour vos projets. Alors, là, dans la version d'Unity que j'ai, quand je vais dans Assets, Import Package, je n'ai rien. Et c'est tout à fait normal. Il va falloir retourner sur le site de Unity. On va aller sur Unity, comme ceci, Unity, et dans Download, on va, par exemple, sélectionner la version de Unity, plus télécharger. On va aller dans Older Versions of Unity. On va aller dans notre version à nous, 5.6.1, et au lieu d'utiliser l'installateur Unity ou l'éditeur 64 bits, on va descendre un petit peu et aller dans Ressources standards et lancer le téléchargement. Le téléchargement est fini, je lance les standards d'assets, Unity va se lancer et je l'installe. Next, on lance le téléchargement, j'accepte les termes, j'installe, installation. Si vous avez fait l'installation à partir de l'installateur Unity, ça devrait déjà être le cas. Vous devriez déjà avoir les assets. Là, je vais tout simplement éteindre mon fichier et le relancer. Je relance Unity et normalement, je devrais avoir les packages. Donc, je retourne sur Tuto VR. Je laisse Unity le temps de compiler tous les scripts. Hop. Et là, normalement, dans Assets, Import Package, voilà. J'ai pu importer les assets de Unity, 2D, caméra, personnage, effets, environnement, particules, utility et véhicules. Donc ça, ce sont des packages extrêmement pratiques. Je vais vous montrer tout d'abord le package personnage. On va aller dans Characters, juste ici, et importer ce package. Ce sont des ressources vraiment extrêmement pratiques. On va aller dans Ressources, voilà, on va attendre, ça va apparaître dans notre hiérarchie projet. Et vous allez voir en 2 clics, je vais réussir à glisser tout simplement un personnage jouable avec les contrôleurs dans notre projet. Il y a tout un tas de ressources, vraiment je vous invite à les essayer les unes après les autres. Le véhicule est extrêmement bien fait et les scripts qui lui sont appliqués sont extrêmement optimisés. On attend un tout petit peu, ça peut prendre plus ou moins longtemps en fonction du package. Alors, on arrive à la fin du chargement, voilà. Là maintenant, dans Standard Assets, je vais avoir les Characters. Je vais aller dans Characters et on a la possibilité d'avoir par exemple Third Person Controller, ce sera un personnage vu au-dessus, et First Person Controller, c'est ce qui m'intéresse. First Person Controller, ça va être un jeu jouable à la première personne. Donc, je vais dans Prefabs. Prefabs, ce sont tout simplement des objets 3D sur lesquels on a appliqué des scripts et que vous pouvez glisser très facilement dans votre projet. Donc, on va aller dans Prefabs. Et on va déplacer FPS Controller comme ça et le positionner dans notre projet. Je vais le monter un petit peu et je vais supprimer la caméra. Delete. Et regardez, si je lance lecture, eh bien j'ai dès à présent un personnage qui est jouable. Vous voyez, avec un petit mouvement de tête, il se déplace. Je peux me balader dans mon projet très facilement.
Vous voyez, ça c'est vraiment assez incroyable de pouvoir faire ça si facilement sur Unity. Vous avez d'autres types de contrôleurs. On va supprimer celui-ci et on va utiliser Third Person Controller. Et juste là, on va aller dans Prefab et utiliser Third Person Controller. Ça fait apparaître un petit personnage. Alors, il faudrait que je mette une nouvelle caméra maintenant. On va aller dans caméra, voilà, comme ceci. Et vous voyez, si je lance lecture, eh bien j'ai un petit personnage jouable. Là, c'est moi qui contrôle ce personnage vraiment très facilement grâce au préfab de Unity. Je vais supprimer ma caméra, delete, Third Person Controller, je le supprime aussi. Et je vais utiliser simplement le préfabriqué maintenant Rigid Body. Je relance lecture et là je vais avoir un personnage jouable assez facilement. Voilà, vous voyez, avec même un système de collision, il peut rentrer en contact avec les objets et buter sur ces objets. Je vais maintenant changer quelques réglages. Si je fais apparaître les réglages de mon personnage, là par exemple je vois qu'il y a un code en C qui lui est appliqué. Et je vais simplement changer la vitesse de mon personnage. Je vais le mettre à 2, backward speed à 2, ça je vais le laisser comme cela. La sensibilité de ma souris, je vais le laisser et je vais aller sur la caméra sur laquelle il y a un autre script qui lui est appliqué, c'est le head bob. Que je trouve pas très bien, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Alors le head bob, c'est ce petit script qui fait que le personnage bouge la tête en fonction de ce que vous lui faites faire. Si par exemple vous avancez en avant, il va juste bouger un petit peu la tête et rebondir. Je ne trouve pas l'effet extrêmement joli et je préfère le désactiver. Vous voyez là, en juste quelques clics, j'ai pu importer un personnage jouable très facilement. On va le laisser là pour le moment. Ok, maintenant on va installer tout simplement l'asset qui s'appelle Particle System. Je vais vous montrer rapidement une introduction aux particules. On l'importe très facilement et je vais vous montrer les préfabriqués qui existent sur les particules. Alors, je ne vais pas vous apprendre comment utiliser à 100% le système de particules. Pour être honnête avec vous, je ne l'utilise que très peu et de manière très sommaire. Je vais simplement vous montrer les possibilités qu'offrent les particules. On va aller dans Standard Asset, Particle System et dans les préfabriqués. Vous voyez, ici, j'ai des tonnes de préfabriqués hyper intéressants. Je vais glisser par exemple Explosion ici. On va le placer au milieu de l'écran. Regardez, je vais lancer mon jeu. Boum! J'ai une explosion qui apparaît. Vous voyez, c'est ce genre de choses que vous pouvez faire avec les particules. Vous allez pouvoir, par exemple, avoir du smoke. Là, je vais mettre, voilà, de la fumée noire, voilà, qui s'échappe et qui est calculée avec le script Particle System. Alors, il y a des tonnes de réglages à faire dans les particules. Moi, je vous invite, en règle générale, à simplement glisser des préfabriqués qui sont déjà faits. Après, si jamais vous voulez changer un petit peu les réglages, je vous invite à aller faire des petites recherches du côté, par exemple, du nombre de particules maximum. En réalité, les réglages sont extrêmement précis. Ils sont pas très compliqués, mais ils sont relativement précis. On peut, par exemple, savoir si c'est préchauffé ou pas. Si, par exemple, lorsque vous lancez le jeu, la fumée est déjà omniprésente ou non. Vous pouvez créer une loupe ou non. Vous pouvez choisir la durée, par exemple, de votre émission de particules. Vous pouvez choisir la couleur dans le temps. Il y a vraiment des tonnes de réglages. Vous voulez rajouter du grain. Il y a vraiment des tonnes de choses à rajouter sur les systèmes de particules. Moi, je vais pas pouvoir vous apprendre à l'utiliser à 100%, mais je vous invite au moins à savoir un petit peu ce que vous pouvez faire rapidement. Là, par exemple, Fireworks, je le trouve assez sympa. Et j'ai un feu d'artifice, voilà, en 3 clics. Vous pouvez rajouter un petit peu de vie à vos projets. Voilà. Ça peut être des petites solutions pour donner un petit peu de vie à des choses parfois qui sont un peu trop statiques. C'est simplement une introduction aux particules, je m'en excuse. Je vous invite à aller regarder sur internet si jamais l'effet vous intéresse. Et si jamais vous êtes vraiment intéressé par le système des particules, ben demandez-le moi en message. Et si jamais je vois que vous êtes plusieurs à me le demander, eh bien je ferai un tutoriel pour cet effet-là. Donc là par exemple,
on a un effet, il me semble, c'est une fusée. Voilà, c'est des petites choses assez sympas qu'on peut faire assez rapidement avec le système de particules. Nous passons maintenant aux textures. Alors je vais vous montrer comment créer des textures et les appliquer sur des objets. On va tout simplement laisser la lumière directionnelle maintenant et supprimer, delete nos deux lumières. On va pour l'instant garder notre sol, on va le renommer ainsi, sol, et simplement on va l'agrandir, et on va tout simplement créer plusieurs matières, notamment une matière opaque, une matière métallique, une matière transparente, une matière miroir, une matière brique et une matière eau. Donc pour l'instant, on va tout simplement travailler sur une matière opaque. Donc ce cube, on va... Oh, pardon. Je voulais tout simplement le renommer et l'appeler opaque. Alors, dans notre hiérarchie projet, nous allons créer un nouveau dossier ici que nous allons appeler Materials, c'est-à-dire les matières. On va aller dedans et cliquer droit, Create, et on va créer une matière que nous allons appeler opaque. Cette matière, nous allons la glisser sur notre objet, comme ceci. Donc sur notre objet opaque, maintenant, nous avons bien la matière dans Element 0, opaque. Voilà, nous allons faire apparaître les réglages. Alors, comment fonctionnent les matières sur Unity? Vous avez dans un premier temps les shaders ici. Les shaders, c'est un script dynamique qui permet de créer des réactions entre les textures et les lumières. Depuis peu, Unity a un système de shader standard qui est extrêmement facile à utiliser, extrêmement performant. Donc nous allons le laisser pour l'instant en standard, juste ici, vous laissez tout ça en standard. Dans le mode de rendu, vous avez la possibilité de choisir plusieurs modes de rendu à l'intérieur de ce shader standard. Le rendu opaque, cutout, fade et transparent. Dans le rendu cutout, vous allez par exemple pouvoir faire des fils barbelés. Si vous avez des canaux alpha sur vos images, vous allez pouvoir les redistribuer ici sur Unity. Fade et transparent fonctionnent à peu près de la même façon. Transparent permet de créer de la transparence dans vos objets et Fade lui aussi fonctionne comme transparent mais avec des canaux alpha. Pour l'instant, nous allons rester en opaque. Alors qu'est-ce que l'albédo? L'albédo, ça va être la couleur ou la texture de votre objet. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir glisser une texture à votre objet. En l'occurrence, pour l'instant, nous allons travailler sans texture et simplement avec une couleur. Nous allons lui donner la couleur gris, comme ceci. Vous avez deux réglages principaux, le réglage métallique et le réglage smoothness. Faites-le bouger de 0 à 1. Le réglage métallique permet de donner plus ou moins de rendu métallique à votre projet. C'est une sorte d'opacité et de rapport à la lumière par rapport à un rendu métallique. Dans Smoothness, vous allez pouvoir changer la puissance de la réflexion de votre objet. Si vous allez vers 1, vous allez donner une réflexion totale à votre objet. Vous ne le voyez peut-être pas, tout simplement parce que la réflexion n'a pas été attribuée à cet objet, mais là, regardez par exemple sur le rendu de ma matière, si je suis sur 1, tout l'environ va se réfléchir sur mon objet. Si je vais vers 0, mon objet est complètement opaque. Donc pour changer l'opacité de votre objet, vous allez simplement le passer en 0. À 0, l'opacité est totale. Lorsque vous allez vers 1, la réflexion est la plus forte. Donc vous allez vers un rendu par exemple miroir. Nous sommes sur un rendu opaque, donc nous le mettons à 0. Nous pouvons donner un petit aspect métallique plus ou moins fort à notre objet. Comme ceci. Vous avez juste ici la possibilité de choisir soit une normal map, soit une 8 map, soit une occlusion. Les trois fonctionnent à peu près de la même façon. Les normal maps permettent de donner du volume à une texture. Par exemple, nous le verrons avec les textures de briques, vous pouvez donner un effet en cavité, un petit peu creusé à vos textures avec des normal maps. Je vous apprendrai à le faire par la suite. Ici, vous avez la possibilité de donner une émission à votre objet. Par exemple, de lui dire « cet objet-là est lumineux ». Je clique ici et je peux lui dire que cet objet-là est lumineux comme ceci. Regardez maintenant, notre objet qui était auparavant gris est maintenant devenu lumineux et blanc. Je vais revenir en arrière, nous le verrons par la suite.
Pour l'instant, tous les autres réglages ne nous intéresseront pas, environ le tiling et l'offset. Si vous avez appliqué une texture à votre objet et que le positionnement de cette texture n'est pas le bon, vous pouvez le déplacer à l'intérieur même de l'objet avec tiling et offset. Tiling permet de changer l'échelle de la texture et offset permet de déplacer votre texture dans l'objet. Pour l'instant, je m'arrête à ce rendu opaque. Nous passons à la deuxième matière. Je souhaite maintenant créer une matière qui soit métallique. Je vais créer un nouvel objet. On va cette fois-ci, par exemple, peut-être faire une sphère. Voilà, une sphère que nous allons déplacer. Et nous allons le renommer et l'appeler métal. Nous allons faire la même chose avec une matière. On va créer une matière que nous allons appeler métal, comme ceci. Et nous allons le glisser sur notre objet. Maintenant, nous allons travailler les rendus de cette matière. Pour avoir un rendu métallique, il faut dans un premier temps ajouter le rendu métallique. Donc pour cela, on peut le rendre plus ou moins fort. Donc là, on serait sur un rendu par exemple de type inox, et là, plus dans quelque chose de type métallique, comme on peut le voir par exemple sur des pieds de table. On serait sur quelque chose de comme ça. Et si vous voulez rajouter de la réflexion, il suffit simplement de l'augmenter par ici. Donc pour avoir un rendu métallique, il faut avoir quelque chose de relativement flou et pas de trop puissant. Là, on serait sur un rendu en miroir. Et là, sur par exemple une vitre un petit peu dépolie, on serait sur quelque chose de comme ça. On va rester comme ceci pour avoir un rendu métallique. On va lui donner une couleur un petit peu grise comme ceci. Et là, nous avons un rendu métallique. Rien ne sert d'utiliser d'autres réglages pour l'instant. Tout cela fonctionne sans avoir à toucher les autres réglages. Il s'agit maintenant de faire un rendu transparent. Donc on va créer un GameObject en cube, ici, que nous allons déplacer, rendre un peu plus fin et un peu plus grand. Ce sera l'équivalent, là, d'une simulation de vitre. On va le rendre un peu plus fin, comme ceci. Et nous allons créer une nouvelle matière, vitre, comme ceci. Et on va le basculer sur notre objet. Maintenant, notre matière est bien appliquée et on va tout simplement, au lieu d'utiliser le rendu en mode opaque, nous allons utiliser le rendu transparent, comme ceci. Pour le rendre effectif, on va aller dans la couleur, ici, je clique directement sur la couleur, et changer ce réglage ici, plus ou moins fort. Vous voyez, ça me permet de rendre plus ou moins transparent ma texture. Je vais le passer à 125 comme ça pour avoir un minimum d'opacité et une transparence relative. Donc j'ai quand même, on voit bien la matière sans être pour autant trop opaque. Laissez le métallique à 0 et vous pouvez donner plus ou moins de réflexion ici. Donc si vous commencez, vous pouvez rajouter par exemple une vitre extrêmement bien lavée à 1, comme ça on aura une belle réflexion sur l'objet. Voilà pour la vitre. Maintenant, nous allons passer à une texture de brique. Je vais renommer cet objet, je vais l'appeler vitre, et je vais vous montrer comment faire tout simplement une texture de brique avec un petit peu de volume. Je vais le dupliquer et le passer un peu plus loin. Sauf que là, je vais le renommer et l'appeler brique. Comme ceci. Je vais créer une nouvelle matière que je vais appeler brique, juste ici. Et je vais le glisser sur mon onglet brique. Alors, je vous invite à aller regarder dans les fichiers de cours. Alors moi, ils sont juste ici. Et dans les fichiers de cours, vous avez la texture, ici, de brique, qu'on va tout simplement importer dans un nouveau dossier qu'on va appeler texture. Juste ici, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement faire glisser notre texture dans ce dossier. Voilà. Vous voyez, j'ai importé une texture. Il y a plusieurs réglages. On peut lui dire si c'est une texture ou une normal map ou un cookie. On en a vu tout à l'heure. On va laisser en défaut. On peut lui choisir par exemple une shape de texture, lui dire si c'est cubique ou en 2D. Nous, on va rester en 2D. On peut choisir le modèle de rendu en couleur, savoir s'il y a un canal alpha, pour lui dire si le canal alpha est transparent. On peut choisir si c'est
si les textures sont répétées, si elles sont bilinéaires. On peut choisir tout un tas de réglages, notamment la taille de la texture. Par exemple, faites attention à ne pas utiliser des textures trop grandes dans vos projets. Si jamais vous avez importé un fichier 3D avec des textures un peu trop importantes, je vous invite à les compresser un petit peu ici, compresser en high quality, et là, baisser par exemple à 512, ce sera largement suffisant. Maintenant, on va faire revert comme ceci. Et dans notre matière, on va tout simplement glisser notre texture ici. L'albédo, pour l'instant, on l'a utilisé avec des couleurs. On peut aussi importer une texture. Alors voilà, là j'ai importé une texture de brique. J'ai importé ma texture de brique. Je peux la rendre plus ou moins sombre en ajoutant en produit une couleur. Je peux le rendre plus ou moins métallique et smoothness. Ça, on l'a déjà vu. Je tenais simplement à vous montrer les réglages sur les textures. Par exemple, je vous ai parlé de tiling. Ça permet de changer l'échelle d'une texture sur l'axe X ou sur l'axe Y. Donc si par exemple je souhaite agrandir ma texture, je peux lui mettre proportionnellement 2, 2. Et voilà, ma texture n'a pas été non pas été réduite, mais rétrécie. C'était ce que je souhaitais avoir. Voilà, je me retrouve avec une texture un peu mieux appliquée. Je peux changer les réglages offset. Je me trompe, il ne faut pas aller dans les secondary maps, mais dans la première, ici dans main, vous pouvez déplacer votre texture sur votre objet. Ça n'a pas d'importance pour l'instant, vu qu'elle est répétée. Alors, dans les réglages de texture, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, si je m'approche de ma texture, je n'ai pas un rendu extrêmement joli. On n'a pas un rendu en volume. Je vais en profiter pour mettre tout d'abord une lumière. On va mettre une lumière ponctuelle, pas très loin de ma texture, comme ça. Comme ça, on le verra mieux. Alors là, ma texture n'est pas extrêmement jolie. Je vais tout simplement ajouter ce qu'on appelle une normal map. C'est une image en bleu et violet qui permet de donner à la lumière une information quant à sa façon de réagir avec la texture. Vous allez voir très facilement le rendu. Je vous invite à utiliser ce site qui s'appelle cpetri.jtube.io, qui est gratuit et qui permet très facilement de créer ce qu'on appelle des normal maps. Là, vous voyez, c'est une normal map. À partir d'une image en noir et blanc en texture, comme ça, il a créé une normal map et on a l'impression d'avoir un espèce de volume sur cette texture. On va voir ce qui se passe si nous, on importe notre brique, par exemple. J'importe ma brique et là, il a créé un fichier de normal ici qui permet d'avoir un petit peu plus de cavité et de côté organique à cette texture. Je vais tout simplement l'enregistrer et la passer sur Unity. Je vais importer ma texture, je vais aller dans les fichiers de cours. Alors, je vais dans Bureau, juste ici, dans les fichiers de cours, où est ma normale. Voilà, je vais tout simplement la glisser ici. Dans les réglages, je vais bien lui dire dans ma texture que c'est une normale. Donc, je vais le passer en normale comme ceci et l'appliquer. J'applique ma matière. Je vais retourner dans mon objet et tout simplement, je vais le glisser là dans normal map. Et regardez la différence. En quelques clics, là, j'ai vraiment un rendu plutôt réaliste de ma texture. On a vraiment l'impression que ma texture est en volume. Je peux choisir si l'image est plus ou moins creusée dans mes réglages de normal map, juste ici. Je peux le rendre plus ou moins creusé. Je vais le laisser comme ceci. Simplement, je vois qu'avec la normale, le rendu est un peu trop fort. Regardez, sur une texture avec une normal map, on peut très vite se rendre compte si la surface est peut-être trop mouillée et trop très réfléchissante sur l'ensemble de mes matières. Donc je vais mettre peut-être un tout petit peu de réflexion, mais pas métallique, un tout petit peu de réflexion pour donner un peu de volume, pour rester un petit peu opaque. Et là, vous voyez, ma texture brique est un peu plus jolie. De même, vous pouvez créer ce qu'on appelle des height maps, qui fonctionnent à peu près de la même façon. Moi, en l'occurrence, j'utilise souvent simplement des normal maps, ça suffit pour mes rendus. Vous pouvez rajouter des height maps et des occlusions, c'est des valeurs peut-être un peu plus, plus justes et un peu plus compliquées à réaliser. En l'occurrence, les normal maps avec une texture suffisent pour avoir un rendu relativement correct. Voilà. Maintenant, nous allons passer à une matière avec un canal alpha, notamment un grillage. Ok, je vais tout simplement déplacer un petit peu le sol pour avoir un peu plus de place et créer
un plane 3D Object, comme ça, et créer un plane un peu plus petit. C'est simplement une surface plate sur laquelle je vais appliquer une rotation à moins 90 degrés. Ce sera notre grillage. Je vais le renommer et je vais l'appeler grillage. Voilà. On va le déplacer, le mettre sur le côté, juste ici, et le rendre peut-être un tout petit peu plus petit. Voilà. On va créer une nouvelle matière, create new material, qu'on va appeler grillage. Alors, grillage, comme ceci. Dans les textures, on va tout simplement importer les deux textures que je vous ai fait sur le grillage, notamment la normale et la texture. On va les glisser. Pour notre normale, on va tout simplement la passer en normale, comme ceci. On va l'appliquer. Pour la texture, on va le laisser comme ça pour l'instant. Sur notre grillage, on va appliquer notre matière grillage et commencer à la travailler. On va bien entendu glisser la texture grillage ici. Et on va passer en cutout. Vous voyez, je suis passé d'un rendu opaque à un rendu en cutout. Comme ça, j'ai découpé finalement tout ce qui était en canal alpha. Simplement, vous le voyez, le rendu n'est pas forcément optimal, donc je peux changer les réglages de ma coupe pour la rendre plus ou moins forte, juste ici. Hop, jusqu'à ce que j'arrive à un bon compromis. Je vais le rendre peut-être un peu plus petit, parce que le rendu est un peu trop gros. Voilà. Et là, je commence à avoir quelque chose d'assez sympa. Je peux lui rajouter, bien entendu, une normale. Je vais glisser la normale ici, pour avoir un tout petit peu de volume à cette matière. Et là, j'ai créé assez rapidement une texture de grillage. Voilà pour la texture de grillage. Maintenant, je vais faire, il me reste encore quelques textures, notamment l'effet miroir. Je vais utiliser cette vitre et la dupliquer, la positionner juste ici. Voilà. Je vais le renommer et l'appeler miroir. Oh, pardon. Miroir, comme ceci. Et je vais créer une nouvelle texture que je vais appeler bien entendu miroir. Miroir, comme ceci. Je vais glisser sur mon objet. Alors les rendus sont assez simples, on va tout simplement se mettre en opaque et passer notre smoothness à 1. Et là vous avez rapidement un rendu complètement réfléchissant. Si vous rajoutez un peu de métal, vous allez avoir plus ou moins de gris sur votre image. Donc si on passe à 1 en métallique et à 1 en smoothness, vous avez complètement une surface réfléchissante. Voilà pour le miroir. Alors, il me reste deux choses à vous montrer, notamment les reflection probes. Alors peut-être que vous ne vous en êtes pas aperçu pour l'instant, mais mon objet, lorsqu'il est réfléchissant, ne réfléchit absolument pas les autres objets. Il va réfléchir l'ensemble de mes images environnantes, tout simplement parce que je ne lui ai pas donné ce qu'on appelle une boule de réflexion. Regardez, je vais aller dans Game Object et créer dans Light une Reflection Probe que je vais positionner par ici. Alors pour l'instant ça ne fonctionne pas encore parfaitement, je vais retourner peut-être mon image comme ça et la Reflection Probe la passer au bon endroit. Alors cette boule de Reflection Probe que vous voyez là permet de donner une surface à 360 degrés en image pour les réflexions de mes objets. Là, regardez, mon miroir ne réfléchit pas les autres objets. Je vais dire mieux le positionner comme ça. Voilà, je vais le positionner grossièrement comme ceci et aller faire des petits réglages sur les reflection probes. On va aller dans le réglage de reflection probe et on va passer le type en real time. Et regardez, je commence à avoir des réflexions de miroir par rapport à notre reflection probe. Alors pour l'instant les réglages ne sont pas parfaits. Je vais aller dans type, je vais bien mettre real time. Le nombre de fois où cette image est calculée, je vais le mettre en awake. Ça pour l'instant vous n'avez pas besoin de l'utiliser et simplement je vais lui dire que c'est une box projection. Alors quand elle est comme ça, votre reflection probe elle dépend de normal, c'est-à-dire d'une surface sphérique, donc les rendus ne sont pas extrêmement jolis. Je préfère le mettre en box projection, je trouve les rendus un peu mieux. En revanche, la résolution n'est pas très bonne.
donc je vais l'augmenter pour avoir un meilleur rendu. Et là, vous voyez tout de suite, j'ai un rendu plutôt correct. Si je me déplace, j'ai bien un effet de miroir qui dépend de ma reflection probe. Donc ça, c'est quelque chose qui vous manque parfois dans vos matières, c'est d'utiliser des reflection probes. Il faut en positionner quelques-unes dans vos projets pour avoir un rendu réaliste. Alors faites attention, vous avez aussi la taille de votre reflection probe. Là, par exemple, ma boule de réflexion ne réfléchit que ce qu'il y a autour de cet objet dans le carré noir. Vous pouvez en choisir la taille ici pour changer vos réflexions. Plus ou moins grand pour avoir une efficacité sur l'ensemble de vos objets. Donc ça, c'est vraiment un petit réglage important, c'est les réflexions. Et regardez maintenant, eh bien, mes objets sont bien réfléchis sur mon miroir, mais aussi sur mes vitres. Alors, je ne sais pas si c'est flagrant sur les vitres, je vais peut-être le déplacer. Et regardez, voilà, je déplace ma vitre, et maintenant, tout est réfléchi par rapport à cette reflection probe. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qui est un petit peu gourmand en énergie, il faut faire attention à son utilisation, mais qui est extrêmement pratique. Quel est l'intérêt d'utiliser une surface sphérique de réflexion comme ça? C'est que ça permet d'optimiser les réflexions. Imaginez si Unity avait à calculer à chaque fois pour les réflexions tous les objets environnement, ça prendrait énormément de temps. Donc en faisant une boule, ça fait une texture à 360 degrés qui permet d'optimiser ces réflexions. Donc utiliser des reflection probes. Maintenant, il me reste à vous montrer les textures émettrices. Effectivement, vous pouvez avoir parfois des objets émetteurs, comme par exemple un mur lumineux. Donc comment faire un mur lumineux? Eh bien tout simplement, on va aller dans un objet 3D et créer un game object. Et là, on va créer une texture émettrice. Et encore une fois, ça fonctionne de la même façon que le miroir. On va pas avoir besoin de reflection probe, mais d'objets statiques. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je vais tout simplement créer une matière, voilà, et émettrice comme ça, émetteur, comme ça. Voilà. Alors cette texture, on va l'appliquer sur notre objet. Et on va tout simplement cocher là « Émission » et lui dire que notre objet émet de la lumière rouge. Alors, vous voyez, je n'ai aucune influence sur les objets environnants. Et c'est tout à fait normal. En effet, les émissions de matière lumineuse ne marchent qu'en mode statique. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Unity fonctionne soit en real-time, soit en statique. C'est là où vous pouvez atteindre les limites de l'utilisation du real-time. C'est que les textures émettrices ne sont pas utiles dans le real-time. La seule façon de tromper l'œil en real-time, ça va être de rajouter par exemple une lumière ponctuelle à l'intérieur de votre objet pour simuler une lumière émanante. Et peut-être, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pouvez ajouter du bloom à votre caméra pour créer un petit peu de halo autour de votre surface pour avoir quelque chose d'un peu dynamique au niveau de l'œil. Si jamais vous voulez activer votre surface émettrice, il va falloir aller cocher les objets statiques. Par exemple, je vais cocher mon objet statique en sol et cocher ma matière émettrice comme ceci. Et vous allez voir ce qui va se passer. On va tout de suite avoir une émission de lumière sur les objets. Ça prend un petit peu de temps, mais là vous voyez, juste en dessous, j'ai bien une émission de lumière sur mon fichier. Donc si par exemple, j'ajoute un petit peu d'émission, donc là par exemple, hop, j'ajoute un petit peu de couleur, hop, pardon, et je le rends plus fort, et bien je peux tout simplement ajouter de l'émission sur mes matières. Alors là, on est sur un niveau un peu plus poussé. En l'occurrence, dans ce cours, nous ne l'utiliserons pas. Donc, ce n'est pas important de vraiment connaître en détail ce genre de manipulation, mais c'est toujours intéressant de savoir pourquoi les émissions ne marchent pas sur un mode real-time. Donc, je vais tout simplement supprimer cet objet et le repasser en statique. Et vous avez vu, ça a pris un petit moment à calculer. Ici, j'ai eu un petit temps de chargement. Voilà pour toutes les matières que nous pouvons faire. Alors on est passé du opaque à quelque chose d'un peu métallique, à une vitre. On a vu une brique avec une normale, un grillage avec un canal alpha et un miroir. On a aussi fait une petite introduction au reflection probe. On passe maintenant au chapitre suivant. Avant de passer à la suite, on va rester sur l'Asset Store et je vais vous demander d'aller chercher des plantes.
En effet, pour notre projet, tout à l'heure, nous allons utiliser des plantes. Donc je vous invite à faire vos premières recherches sur l'Asset Store. Est-ce que je peux le mettre un peu plus grand? Non. Alors comment je pourrais faire? J'aimerais que l'image soit un peu plus grande pour que vous puissiez y voir quelque chose. Alors voilà. J'ai cliqué sur plante et je vais choisir gratuit seulement. Je vais relancer le chargement. Est-ce qu'on a des plantes gratuites? Alors on a celle-ci, d'accord. Voilà, c'était celle-ci qui m'intéressait. On va les télécharger puisque dans nos projets, on va toujours ajouter nos plantes avec Unity. Hop, download. On attend un petit peu le chargement et ça permet de télécharger facilement des props, c'est-à-dire des objets de détail pour nos projets. Tout à l'heure, nous travaillerons sur une maison. Là, ce sera l'occasion de rajouter des plantes directement depuis l'Asset Store sans avoir à les modéliser. Ok, maintenant on l'a importé. On va simplement aller dans ce qu'on a téléchargé. Alors ça devrait être dans Meshes, voilà, décorative. Et là, on a toutes sortes d'objets 3D qu'on peut mettre dans notre projet d'ores et déjà. Donc là, ça permet tout simplement de ne pas rester que sur les assets de Unity et de pouvoir aller chercher d'autres objets dans l'Asset Store. Voilà, je voulais simplement vous montrer comment télécharger un objet dans l'Asset Store. C'est quelque chose d'assez facile à faire. Voilà, on dépose, on télécharge, donc ça permet d'enrichir vos projets très facilement. Alors c'est pas toujours à la bonne taille, mais ça permet d'avoir des objets 3D très bien faits et ce gratuitement. Voilà pour l'Asset Store et le post-processing. On passe maintenant à la suite. Je vais maintenant télécharger un autre asset. On va aller dans Assets, Import Package et télécharger les environnements. Hop, comme ceci, et on va les importer. Vous allez voir, il y a des choses super intéressantes dans ce projet. Alors, vous allez trouver plusieurs choses très intéressantes dans ce projet, notamment les terrains, les arbres et l'eau. Alors, en effet, je vais vous montrer les trois. On va aller dans SpeedTree et on va tout simplement importer le préfabriqué qui doit être... Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être celui-là. Ah non, ça c'est le thumbnail. Non, c'est pas du tout ce qu'on recherche. On va trouver... Voilà, il est là. Alors, si je le glisse, vous voyez... J'ai un objet 3D relativement bien fait, juste ici. Alors il y en a 3 différents et ça c'est vraiment extrêmement pratique parce que grâce à ce système vous pouvez importer très facilement voilà, un conifère, un palmier, vraiment extrêmement facilement. De même vous pouvez changer sa taille et vous avez quelques réglages qui vous permettent de créer des arbres assez facilement avec Unity. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour les projets du début, il s'agit tout simplement de les importer. Donc voilà, juste de les faire glisser. C'est important de savoir faire ça. Voilà, là j'ai un beau conifère. Je peux le descendre, le mettre en place dans mon projet. Je peux le rendre un peu plus petit. Il est extrêmement bien optimisé. Donc si vous voulez faire de la réalité virtuelle avec, c'est tout à fait possible. Et si vous regardez à l'intérieur, il est vraiment plutôt bien fait. C'est assez réaliste. Donc vous pouvez les utiliser dans vos projets. Donc je vous invite à utiliser cela plutôt que de télécharger n'importe quoi sur internet. Ceux-là sont vraiment très bien faits. Voilà pour l'arbre dans Unity. Maintenant j'aimerais vous montrer l'eau. Vous allez le voir, on a la possibilité d'utiliser des préfabriqués d'eau extrêmement bien faits. Regardez, je vais juste drag and drop juste de l'eau comme ça. On va positionner vers le bas. Hop. Par ici. Et regardez, l'eau est vraiment super bien faite.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pratique dans Unity. Vous avez la possibilité d'importer des objets déjà faits, extrêmement bien faits. Et là, en l'occurrence, par exemple, regardez, je m'approche de l'eau, elle est très bien faite. Donc si vous utilisez Unity pour de la visualisation architecturale, eh bien, je vous invite tout simplement à utiliser ce genre de script pour vos piscines. Si par exemple vous avez une piscine avec une texture, donc là je vais faire une texture eau, donc une texture dynamique, hop, je vais faire un rectangle comme ça, et regardez, je vais installer le script qui s'appelle water script, donc je vais aller sur mon cube, ici, et chercher le script water, il est là, je vais le laisser comme ça, et simplement il va me falloir ajouter, comme sur Water Pro Daytime, il va me falloir me rajouter la matière Water Pro Daytime. Donc je vais aller la chercher, Water Pro Daytime, qui est juste ici, et la glisser sur mon image. Et regardez maintenant, ma texture d'eau est extrêmement jolie. Ah, là elle est un petit peu trop haute pour que je puisse la voir depuis le sol. Mais regardez, maintenant j'ai vraiment une texture super jolie et un petit peu animée. Donc si jamais j'ai une piscine par exemple dans un projet ou une mer, eh bien je peux le faire très facilement comme ceci. Ça va attirer l'œil et rendre le rendu extrêmement joli. Voilà pour l'eau. Maintenant on va passer au terrain. En effet, il est possible de créer des terrains avec Unity. On va maintenant aller dans terrain, donc Game Object, objet 3D, et on va lui ajouter un terrain. Alors vous voyez, Unity m'a tout simplement fait un grand espace sur lequel je vais pouvoir designer mon terrain. Alors dans un premier temps, je vais aller sur mon terrain et dans les réglages, juste ici, je vais changer la taille de mon terrain. Là, elle est assez énorme, je vais passer les dimensions à 50, comme ceci. Voilà. Et je vais simplement le replacer un petit peu dans l'espace. Donc pour l'instant, c'est pas grave, on va le laisser comme ceci, un peu plus loin. Hop. Voilà, je vais le mettre juste ici et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec des terrains. Vous avez plusieurs outils extrêmement sympas pour la modélisation de terrain. Vous allez pouvoir par exemple créer des montagnes, dessiner des textures de pierre et de sol très facilement, ajouter des arbres, ajouter de l'herbe, vraiment extrêmement facilement et de manière très pratique. Donc, on va aller dans le terrain et regardez. Je vous ai montré rapidement la taille du terrain. On peut changer la taille du terrain très facilement, juste là. Pour l'instant, les autres réglages, vous n'en avez pas besoin. On va aller là, dans montagne. On va choisir une brush, voilà, comme ceci. On va la rendre un peu plus grande, avec une opacité un tout petit peu plus grande, voire encore un petit peu plus grande. Et là, regardez, si je clique à gauche, et ben, je vais commencer à monter ma matière. Vous voyez, je commence à monter de la matière très facilement. Je peux changer de brush, commencer à monter de la matière d'une autre manière, même comme ça. Donc là, je peux monter de la matière. À l'inverse, je peux aussi la redescendre. Donc là, je construis des montagnes et je me dis, cette montagne n'est pas assez grande. Donc je vais maintenir Shift pour la descendre, et puis après, je vais la reconstruire. Comme ceci. Donc j'appuie à gauche pour monter, et Shift, je maintiens Shift et mon clic gauche pour redescendre l'ensemble de ma matière. Donc ça, vous pouvez changer la taille de votre brush. Par exemple, là, je la rends un tout petit peu plus petite et je peux monter de la matière très facilement. Je peux aussi niveler mon objet. Donc là, regardez, on le voit un petit peu. Là, je vais vouloir niveler mon objet. Donc je vais prendre une brush un peu plus grande et je vais maintenir Shift appuyé. Et je vais commencer à niveler l'ensemble de ma matière. Donc là, vous voyez, d'après ma brush, la hauteur maximum est de 5,52 mètres. Donc là, ça va niveler l'ensemble de ma matière. Donc si vous voulez construire par exemple un circuit, et ben vous allez pouvoir faire ça comme ceci. Vous allez pouvoir niveler votre matière très facilement. Voilà pour les niveaux. Vous allez aussi pouvoir adoucir vos contours avec cet outil-là. Un peu comme sur Photoshop, voilà, je vais pouvoir adoucir mon extrusion de matière. Donc là, par exemple, hop, si je trouve que le côté trop peu lisse ne me convient pas, et bien là, je peux lisser ma matière très facilement. De la même façon, je peux changer le type de brush utilisé.
Maintenant, je vais pouvoir aussi colorier cet espace. Donc, par exemple, là, je vais aller sur le pinceau, je vais utiliser la matière comme ceci, et je vais ajouter une texture. J'ajoute une texture, et je vais lui ajouter tout simplement une texture, je vais chercher grasse, voilà, grass hill, comme ça. Je vais cliquer sur Add. Et bien là, d'un coup, tout mon objet a été peint avec cette texture Grass Hill. J'ai ajouté une deuxième texture, mais cette fois-ci de sol battu. Alors de terre battue, juste ici, hop, comme ceci, j'appuie sur Ajout. Et regardez, maintenant, je peux, lorsque je clique sur ma texture, repeindre ma matière. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, construire des chemins. Sur un jeu comme Skyrim, et bien voilà, tout simplement, les terrains sont faits comme ceci. Là, hop, je peux teindre ma matière. Je peux changer et me dire non, là je veux que ce soit un peu plus vert. De la même façon, je peux changer la taille de ma broche. Par exemple, je vais vouloir faire un tout petit chemin là le long de cette côte-là, et bien hop, comme ça. Si je veux l'adoucir un petit peu sur les côtés, hop, je peux l'ajouter un petit peu. Voilà, pour faire quelque chose de moins analogique. Bien, vous voyez, en quelques temps, j'ai réussi à faire un terrain. Je vais peut-être le monter un tout petit peu. Hop, regardez, mon terrain commence à être plutôt sympa. Je peux rajouter facilement aussi des arbres. Je vais aller dans l'outil arbre, ici, et je vais ajouter un arbre. Add tree, et je vais ajouter broadleaf, comme ça. Hop, et add. Et regardez, si je clique, eh bien je peux tout simplement ajouter des arbres à la main comme ceci. Dans brush size, je peux aussi changer la densité. Donc si par exemple je clique, et bien là maintenant j'ai 4 arbres qui apparaissent. Boum, 4 arbres qui apparaissent. Je peux changer la taille de ma brush et faire aussi quelque chose d'aléatoire sur les tailles de mes arbres. Donc là il me le fait de manière aléatoire. Vous voyez, j'ai jamais le même arbre. C'est la même base, mais jamais le même arbre. Si je souhaite le supprimer, et bien maintenant je vais appuyer sur Shift et je vais pouvoir supprimer assez facilement mes arbres. Pour l'instant, je vais les supprimer. Faites attention, c'est très pratique effectivement, mais ça risque de faire laguer un petit peu vos projets si vous avez la main un peu lourde. De la même façon, on va passer maintenant aux petits détails. On peut ajouter de l'herbe. Donc on va Edit Detail, voilà, et on va ajouter de l'herbe. On va aller dans Grass, pardon, et prendre ça, hop, Grass, Add, et on va pouvoir ajouter très facilement des bosquets d'herbes. Là, ils sont peut-être un petit peu denses, mais mais vous voyez, j'ai de l'herbe. On va peut-être le faire comme ceci, ça marchera peut-être mieux. Est-ce qu'on a des petits détails? Non. Écoutez, on va rester comme ça. Et là, on va pouvoir changer aussi la force et l'opacité de notre coup de crayon. Et là, on va pouvoir, par exemple, faire des champs de blé vraiment très facilement. Donc voilà pour les outils de terrain, c'est extrêmement pratique. Ça permet, par exemple, si vous faites de la visualisation architecturale, de faire un terrain extrêmement grand sur lequel vous pouvez poser votre maison et avoir un environnement extrêmement alléchant autour de votre projet. On va supprimer maintenant le terrain et passer à un autre asset. On va maintenant faire un tour du côté de l'Asset Store. Alors autrefois, dans GameObject, dans Assets et Import Package et Effect, vous aviez la possibilité d'avoir des effets sur l'image. Donc par exemple, d'étalonner votre image. Ça, c'était extrêmement intéressant. Maintenant, il se trouve que ce package est sur l'Asset Store. Donc c'est une bonne raison de vous le montrer. On va aller dans Window ici et aller dans l'Asset Store. Voilà. Asset Store, on va faire apparaître l'Asset Store. Alors rassurez-vous, je ne vais rien vous faire acheter de payant, on va simplement télécharger un petit programme qui s'appelle Post Processing. C'est un système qui permet d'étalonner votre image. Donc on va aller télécharger voilà, celui-ci, Post Processing Stack. Donc si jamais vous n'êtes jamais allé sur l'Asset Store, vous pouvez télécharger des tonnes d'objets, des scripts, des textures, des matières, pour la plupart gratuites. Il y a une bonne partie de payante quand même sur l'Asset Store, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc avec ce post-processing, tout simplement, on va pouvoir étalonner notre image. On va pouvoir ajouter par exemple une dynamique de couleurs bien plus intéressante, de l'occlusion ambiante, du bloom et toutes sortes d'effets extrêmement intéressants que je vais vous montrer par la suite.
On importe le package. Vous allez voir, c'est extrêmement sympa d'utiliser ce petit script post-processing stack. On attend un tout petit peu. On va maintenant aller dans nos assets et on va faire un nouveau dossier qu'on va appeler PP comme post-processing stack. Et là-dessus, on va créer un post-processing profile. On va retourner dans notre scène et on va aller l'appliquer sur notre caméra. Ici, dans Rigid Body, Main Camera. Et là, je vais lui appliquer le script post-processing behavior et glisser mon profil post-processing. D'accord ? Maintenant, je vais double-cliquer sur mon profil post-processing. Et regardez, ça me permet d'afficher un tas d'effets extrêmement sympas à ajouter à ma caméra. Vous allez par exemple pouvoir ajouter de l'anti-aliasing. Alors l'anti-aliasing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ignore si je vais réussir à vous montrer ça de près. Alors, est-ce que je vais trouver un endroit où il y a beaucoup d'aliasing? Ah, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais le logiciel a un petit peu de mal à calculer la diagonale. C'est-à-dire qu'il va faire une cascade de pixels. Tac, un petit écrénage ici, tac, petit écrénage, pouf. Et là, il va avoir du mal à calculer tout simplement une diagonale. L'anti-aliasing, ça va pouvoir arrondir un petit peu tout ça. Donc si je clique ici, anti-aliasing, vous voyez, il a corrigé un tout petit peu cet aliasing sur le côté. Donc vous voyez, je le désactive. Vous voyez que là, il y a une petite crevasse. Je l'active. Et là, tout de suite, c'est un petit peu plus doux. Donc ça permet quand même d'améliorer drastiquement la qualité de vos rendus. Ça, c'est assez intéressant. Vous avez aussi la possibilité de rajouter de l'occlusion ambiante. L'occlusion ambiante, c'est simplement les petites ombres que projettent les objets entre eux. Vous voyez, là, dans notre objet, on a simplement... On n'a même pas d'ombre, d'ailleurs. Soft Shadows. Vous voyez, on a une toute petite ombre. On va peut-être le désactiver, ça n'a pas trop de sens. Mais normalement, les objets ont une ombre en bas quand ils sont en contact avec un autre objet. Donc ça, le post-processing et l'ambient occlusion va permettre de le faire. Donc là, je l'active par exemple. Et regardez, en dessous de mes objets, j'ai tout de suite cette légère ombre qui permet de donner un petit peu plus de volume à nos images. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui va tout de suite améliorer la qualité de notre rendu et notamment de la qualité de la perception de la profondeur. Regardez tout de suite là, on a quelque chose d'assez sympa. On peut rajouter un peu d'intensité, le rendre plus ou moins grand, le rendre plus ou moins diffus. Juste ici, on peut choisir la qualité. Ensuite, les réglages ici, ce sont des précisions. Bon, tout cela, je ne vais pas vous apprendre ce genre de choses aujourd'hui, ça n'a pas de sens. On a ici le Screen Space Reflection. Alors là, ça va vous permettre de faire des réflexions extrêmement bien faites, mais c'est quelque chose d'assez gourmand, donc pour l'instant, je ne vais pas vous le montrer. En revanche, ce qui m'intéresse, ça va être le flou. Là, vous allez pouvoir créer une profondeur de champ et créer une profondeur. Là, vous voyez, je monte ma focale, ça permet de simuler un objectif de caméra. Donc là, par exemple, je mets beaucoup de flou et je lui dis que la distance est à 10 mètres. Je peux la faire un peu plus proche, la mettre par ici. Et là, regardez, si je me déplace, il faut jouer un petit peu avec les rendus. Et bien, le flou est normalement à 4,71 m. Donc ça permet de faire quelque chose d'assez cinématographique assez facilement. Vous voyez, je m'approche. Hop.
lorsque je recule, je peux faire apparaître un petit peu le flou. Donc ça permet de simuler une caméra, ça peut être un effet assez sympa pour ceux qui veulent ce genre d'effet. Le motion blur, c'est un effet que j'aime beaucoup, qui permet tout simplement de créer du flou de bouger. Donc si je me déplace, alors là je ne sais pas s'il est très très visible, mais ça, en fait il y a un petit flou à partir du moment où je déplace ma caméra. Donc ça c'est un effet assez sympa que j'aime beaucoup. Vous avez aussi la possibilité de faire un œil qui s'adapte à la lumière. Les réglages en règle générale sont assez compliqués à obtenir. Je ne vais peut-être pas vous les montrer un par un, mais ça permet voilà, de créer un œil qui s'adapte à la lumière. Donc il va changer l'exposition automatiquement. Alors là, comme on n'a pas vraiment de lumière, notamment la lumière directionnelle, ça ne va pas forcément marcher, mais c'est là que vous allez pouvoir créer cet effet assez sympa. En revanche, le bloom, ça c'est un effet qui m'intéresse, vous allez pouvoir créer... Alors, comment je vais pouvoir faire ? Je vais mettre une petite lumière par là et la rendre assez forte. On va retourner notre personnage sur le côté pour qu'il voit par ici et je vais activer le bloom. Le bloom, ça va créer une sorte de dynamique de couleurs assez sympa autour des intensités lumineuses. Donc regardez par exemple au sol là, et je suis surexposé assez facilement avec le bloom. Je l'active, je le désactive. Ça va créer une espèce d'halo autour des lumières hautes. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans l'étalonnage sur les surfaces. Par exemple, quand on est dans un rêve, dans un film, généralement ils utilisent ce genre d'effet. C'est que les lumières hautes sont un petit peu floues et surtout très diffusées. Donc, vous avez plusieurs réglages, je vous invite à jouer un petit peu avec pour créer cette espèce de halo voilà, en fonction des lumières. C'est assez sympa. Alors là, c'est assez grossier ce que j'ai fait, mais vous pouvez créer des effets relativement chouettes. Là, regardez, par exemple, dans le miroir, on a quand même un petit effet voilà, un peu plus dynamique, ça rend la chose un petit peu plus intéressante. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire de votre côté, par exemple, pour vos projets, pour avoir une image peut-être un peu moins plate. Vous avez la possibilité aussi d'étalonner votre image, donc comme dans un logiciel de montage comme Premiere, vous pouvez changer les réglages un par un, donc color grading, vous pouvez rajouter un peu plus de noir, un peu plus de blanc, un peu moins de blanc. Ça c'est des réglages un peu complexes, mais vous pouvez rajouter par exemple un peu de couleur, vous pouvez faire toutes sortes de choses. C'est des réglages plutôt complexes, mais c'est tout à fait faisable sur Unity avec le post-processing. Vous avez des LUT. Les LUT, ce sont des fichiers .lut que vous pouvez utiliser par exemple sur Premiere pour donner à par exemple une couleur bleue, un teint magenta, une couleur noire, un teint un peu bleuté. Ça s'appelle des LUT. C'est des pré-réglages d'étalonnage. Voilà, je ne vais pas passer sur l'aberration chromatique. Vous pouvez rajouter un peu de grain à votre image. Donc bon, là c'est un peu fort, mais vous pouvez donner un côté voilà, un peu pixelisé à votre image pour l'aplatir un petit peu. Vous pouvez ajouter notamment un vignettage autour de votre image pour simuler une sorte de pellicule, une pellicule à votre image. Je ne vais pas non plus m'attarder sur le dithering comme ça. Voilà, donc c'est toutes les choses que vous pouvez faire avec le post-processing. C'est extrêmement sympa et c'est vraiment un plus pour vos jeux, pour les rendre plus dynamiques au niveau des images et avoir l'image que vous souhaitez obtenir dans votre projet. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionnent les sons en 3D dans Unity. Alors, on va peut-être supprimer nos cylindres là, nos pots de fleurs. On va peut-être supprimer aussi l'arbre et on va tout simplement, on va télécharger, on va se mettre dans Assets, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Sounds. Dans Sounds, on va mettre les sons du cours. Donc je vous invite à aller dans les fichiers de cours et dans les sons de glisser ville. Alors vous inquiétez pas, je fais les fichiers de cours au fur et à mesure. Donc là, ce que vous allez télécharger au tout début du cours sera largement différent de cela. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de fichiers. Pensez bien que je fais les fichiers de cours au fur et à mesure. Donc j'ai glissé tout simplement le son que j'ai, qui est en stéréo. Alors faites bien attention quand vous importez un fichier son, vérifiez qu'il est bien en stéréo. Moi j'ai bien 2 bandes, 2 pistes, ça va m'être pratique pour faire des sons en 3D. Donc pour l'instant je n'ai pas grand chose à faire sur mon son, c'est-à-dire on peut le compresser ou le décompresser. Pour l'instant je n'ai vraiment rien à faire, je vais le laisser comme ceci.
et je vais créer un objet 3D ici. Je vais le mettre ici, par là, voilà, un peu plus petit. Et je vais créer aussi dans audio une audio source. Et de même, je vais le positionner sur mon objet. Hop, comme ça. Positionner, voilà, près de mon objet, comme ça. Et ça va être notre source audio. Et bien tout simplement, sur cette source audio, il va falloir que je le raccorde à mon son des villes. Donc je vais aller sur mon audio source, et là, dans audio clip, je vais tout simplement glisser ville. Voilà. J'ai glissé ville. Dans output, je vais rien mettre, je vais juste laisser audio clip. On va voir ce qui se passe. Si je lance la séquence, eh bien, j'ai bien... Alors, est-ce que j'entends mon son? Je devrais l'entendre, oui, tout à fait. Eh bien, le problème, c'est que ce son n'est pas en 3D et surtout n'est pas assez distant. C'est-à-dire que la distance d'application est toute petite et ça, il va falloir que je règle un petit peu ces réglages. En règle générale, c'est à peu près la même chose à chaque fois. On va simplement le passer en play on awake, tout à fait, c'est-à-dire que mon son se lance au réveil, donc on va le laisser en play on awake, on va rien changer ici, on peut le muter, c'est-à-dire le rendre inaudible dès le début. On va le laisser comme ceci, et on va le looper. C'est-à-dire que mon son va tourner en boucle. C'est-à-dire si vous avez un son d'1 minute, eh bien il ne va pas s'arrêter au bout d'1 minute, il va revenir à 0. On va mettre le volume à 1, et simplement le Spatial Blend, on va le passer en 3D. C'est la seule manière d'avoir un son en 3D. Donc, on va faire apparaître la courbe, et tout simplement, au lieu de passer en logarithmique roll-off, on va se passer en custom roll-off. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a tout simplement la possibilité de donner une intensité à notre son en fonction de sa distance. Donc, si vous regardez bien, si je suis à 500 mètres de ma source, je n'entends plus rien. Si je suis à 100 mètres, j'entends à 0,8. Donc là, si je lance la machine, bien, je devrais l'entendre. Alors moi, comme je suis en train d'enregistrer avec une carte son, il est possible que je ne l'entende pas. On va tout simplement agrandir son application comme une bulle. Voilà, je peux agrandir en fait la taille de l'application de ce son et relancer le son. Là, si j'approche, je devrais être très proche du son. Alors, il y a quelque chose qui coince. On va simplement changer la max distance et le mettre à 5, voire même à 3. Et on va voir ce qui se passe si je m'approche du son. Je vous dis ce que j'ai chez moi. Voilà. Hop. Eh bien, le son est plus ou moins fort en fonction de mon approche. On le voit d'ailleurs sur la courbe juste en bas, ici. Comme je suis à 4 mètres de ma cible, je ne l'entends pas très bien. En revanche, si j'approche, voilà, à 2, eh bien, je l'entends à 0,5. Je vais éviter d'aller trop près, sinon ça risque de me casser les oreilles. Voilà comment fonctionne un petit peu le son. Il suffit tout simplement de le mettre en play on awake, en loop. Vous allez pouvoir lui donner une priorité et un volume juste ici. Vous avez besoin surtout de le passer en 3D, donc le Spatial Blend là vous le mettez en 1, c'est très important. Vous passez en Custom Roll-Off et vous choisissez la distance d'application. Si vous voulez que le son soit entendu à 3 mètres, 4 mètres, 50 mètres ou partout dans votre projet. Voilà pour cette brève introduction au son en 3D dans Unity.